mon Dieu, qu'il fait chaud. On va aller boire, on va trouver un bar, on va aller boire un verre. Hein. Bon, on va aller se trouver un bar sympa alors. Allez, c'est parti. On passe par où? Par là? Ouais. Allez. Bonjour. Bonjour. Bonjour mesdames, qu'est-ce que je vous sers? Vous avez une boisson locale rafraîchissante? Oui, nous avons du vin pétillant, c'est de la blanquette ancestrale de Limoum qui a été découverte à Saint-Hilaire en 1531. Est-ce que vous voulez la goûter? Ah oui, avec plaisir. Avec plaisir, oui. Merci. Robert, une bouteille d'ancestrale avec 2 coupes, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Merci. Allez, à nous. Mais c'est très très bon ce pétillant, c'est un délice. Ah ouais, c'est doux et sucré. Vraiment bon. Pas déçu. Depuis le Moyen Âge, l'ombre des moines bénédictins plane sur l'abbaye de Saint-Hilaire. Et depuis, leur vin effervescent, que l'on nomme blanquette, ravit nos papilles en toute occasion ou heureux événement.
fleurs sauvages. Ça ressemble un petit peu à des violettes. Ouais. Sympa. Par contre, on se sent bien ici, n'empêche. Ouais, on respire. C'est calme, c'est beau. Ça, j'adore. Voilà. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est pas beau, hein? Bon, mais je pense que c'est pour se mettre à l'ombre. Oui, mais c'est mon ici, à l'époque, peut-être, non? C'est excellent, vraiment. Ouais. Ah ouais, puis regarde. C'est bien. Ça change un peu. Bonjour, messieurs. Bonjour mesdames. Qu'est-ce que vous faites là comme travail? Ben écoutez, la vigne est en pleine floraison, donc on regarde que tout se passe bien. C'est le cépage Mosaque D'accord. qui fait la blanquette ancestrale. Je ne sais pas si vous connaissez. On a goûté justement. C'est vraiment bon, c'est fin, c'est sucré. On a trouvé ça vraiment Ah oui, excellent. c'est vraiment Ouais. délicieux. Ouais. Et c'est, on dirait une boisson pour femmes, en fait, tellement que c'est sucré. On va vous laisser continuer. Au revoir. Adiciat, buona promenado. Adiciat. Au revoir. Si les affaires spirituelles occupaient la majorité des temps du moine, on n'en oubliait pas pour autant les affaires temporelles. En effet, il fallait gérer le patrimoine foncier de l'abbaye, sans oublier les tâches quotidiennes sur le site. Les moines entretenaient au quotidien un jardin avec fruits et légumes, mais également les plantes médicinales qui servaient à soigner les moines. Un poulailler également se trouvait sur place. On en utilisait les œufs. Sans oublier le four, élément important qui servait à confectionner le pain quotidien que les moines recevaient pendant le repas et qui était également servi pour l'accueil des hôtes. Parmi les tâches les plus importantes qui incombaient aux moines était l'écriture. Au sein même de l'abbaye, on trouvait un atelier appelé scriptorium, ainsi qu'une bibliothèque. Les moines utilisaient des plumes qu'ils trempaient dans des pigments naturels pour décorer en lumineux les textes sacrés qu'ils recopiaient encore et encore à une époque où l'imprimerie n'existait pas.
Au cours du XVIe siècle, les moines bénédictins de Saint-Hilaire suivaient à la lettre la règle de Saint-Benoît. Cette règle, écrite par Saint-Benoît lui-même en Italie au cours du 5e et 6e siècle, est composée de 73 chapitres. Dans ces chapitres, on y apprend que les moines occupent leur journée par la prière. Ils se réunissaient à 8 reprises dans l'église et une fois au cours de la nuit, pour les matines. Ils pénétraient dans l'église ensemble, se réunissaient au niveau du chœur et récitaient des textes et chantaient en latin. Reus id adjuto reum meum entende. Domine, ad adjuvandum me festina. Gloria Patri et Filium et Spiritui Sanctum, sic ut erat praecipano, et semper, et saecula saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Benedictum dilectia Deo. Benedictus gloria. Miserere nobis ad Domini gloriam abebis. Domine Deus, misereatur nostri. Spiritus Sancte benedicte, ora pro nobis et peti. Sancte benedicte, ora pro nobis protector noster. Amen. Ad
Au sein de l'abbaye, le temps des repas était réglementé et la gourmandise n'avait pas sa place. On apprend que le petit déjeuner n'existait pas, qu'en période estivale, 2 repas étaient donnés aux moines, un seul repas en période hivernale. Les moines n'avaient pas le droit de manger des animaux quadrupèdes, donc tout ce qui est viande rouge tel le bœuf était prohibé. En revanche, étaient servis 2 plats chauds, des soupes, des potages, des légumineuses, du fromage et du vin pour agrémenter le repas. Les moines n'avaient droit qu'à 28 centilitres de vin par tête et par jour. Pendant le temps de repas, la lecture des évangiles était dite. Frères, priez pour moi, afin que Dieu me protège de l'orgueil. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera tes louanges. Seigneur, ouvre ses lèvres et sa bouche annoncera ta louange. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Bien, tout d'abord, je tiendrai à rappeler l'histoire de la Blanquette de Limoux, notre histoire, l'histoire de Limoux, de ses environs, une histoire qui a commencé, je n'y reviendrai pas dessus, en 1531 en l'abbaye de Saint-Hilaire, où un moine bénédictin découvrait la deuxième fermentation qui permettait de dire que l'effervescence était née. Au-delà de ça, je pense qu'il serait bon de rappeler quelques dates essentielles qui ont jalonné le parcours des années 1900 à aujourd'hui et que nous sommes amenés aujourd'hui à améliorer et à porter. Je pense que le véritable virage de nos appellations et de notre appellation Blanquette a été 1907, une date qui n'est pas retenue dans le calendrier de l'évolution de nos produits, mais qui pour moi, au-delà des événements tragiques que l'on a connus et pour lesquels nous avons partagé et nous partageons encore aujourd'hui toute cette démarche historique, je pense que ce jour-là, des hommes et des femmes, sans doute des femmes aussi, se sont levés pour dire plus jamais ça. Essayons de trouver d'autres solutions à cette démarche qui était obsolète, qui n'était plus d'actualité. Donc des hommes ont porté une réflexion autour de la qualité. Cette qualité a amené une délimitation parcellaire sur Limoux dans les années 29, la création d'un syndicat du cru Blanquette qui encore est d'actualité puisqu'il est encore vivant, même s'il a pris d'autres formes juridiques, qui ont abouti à l'obtention un matin en 1938 de la première appellation Blanquette de Limoux, méthode ancestrale.
Aujourd'hui, suite à l'obtention en 1938 de cette appellation blanquette et blanquette méthode ancestrale, des travaux ont été faits d'amélioration de cahier des charges, d'évolution technique que nous avons remis au goût du jour. Aujourd'hui, nous nous sentons porteurs d'un message et porteurs de mémoire. Je pense que nous sommes la courroie de transmission entre générations. À notre tour, sachons donner sur le plan qualitatif ce que nos anciens, nos prédécesseurs vignerons ont mis en place et porteurs d'espoir pour l'avenir de la filière sur Limoux. On n'a que des suppositions, bien entendu, puisqu'à cette époque-là, les traces écrites ne sont pas nombreuses. Pour autant, on sait que le Mauzac, qui est le cépage traditionnel de la région, est un cépage assez délicat qui repart assez facilement en fermentation si elle n'est pas stoppée au bon moment. Donc on suppose qu'un moine avait oublié une barrique et que celle-ci est repartie en fermentation à un moment donné et a fait un dégagement de gaz carbonique. Et donc la création de la bulle est arrivée à ce moment-là, l'effervescence naquit au Moyen-Âge. Alors effectivement, pendant des années, on a parlé de 1531, on avait un document qui faisait référence, mais nous avons eu depuis un document qui a été attesté scientifiquement et qui parle de 1544. Donc c'est un document qui note bien que le sieur d'Arc, le seigneur de la région, avait fait une commande aux moines de l'abbaye de Saint-Hilaire de flascons de blanquette. Donc aujourd'hui, nous avons effectivement cette preuve. Ce qu'on avait découvert au Moyen-Âge, c'était la méthode ancestrale, c'est-à-dire qu'on stoppe la fermentation alors que le vin n'est pas totalement terminé, et ensuite ça repart et ça fait ce dégagement avec beaucoup de sucre résiduel dans la bouteille. La méthode traditionnelle, telle qu'on la connaît pour le crément, la blanquette, c'est une méthode avec une double fermentation, c'est-à-dire qu'on fait d'abord le vin, un vin tranquille, et une fois que le vin est fait, on va y rajouter des levures du sucre de canne pour repartir en fermentation et faire ce qu'on appelle communément la prise de mousse. Cette prise de mousse va donner donc le dégagement de gaz carbonique qui va donner la bulle. L'autre différence, je vous ai dit que la blanquette au départ c'était du Mauzac, cépage emblématique de Limoux. Aujourd'hui, la différenciation avec le crément se fait également par les cépages, puisque le crément c'est une base plus de chardonnay, chenin, avec un petit peu de Mauzac et ou de pinot noir, alors que la blanquette, tant la méthode ancestrale que la blanquette méthode traditionnelle, a gardé cette identité de Mauzac principalement.
Alors, l'élaboration de la blanquette méthode ancestrale est une vieille histoire, puisqu'elle a commencé en 1531 à l'abbaye de Saint-Hilaire, où les moines commençaient déjà à l'élaborer. Donc, cette méthode consiste à élaborer un jus de raisin mi-fermenté, c'est-à-dire qu'on va arrêter la première fermentation aux alentours de 5-6 degrés d'alcool et on va garder des sucres résiduels de l'ordre de 100 ou 120 grammes par litre. Alors la méthode qu'on avait autrefois, donc elle consistait à mettre le vin dans des bonbonnes ou des barriques de faible quantité, de façon à ce que ce vin ne se réchauffe pas trop et que la première fermentation soit très lente. Et généralement, les premiers froids de fin novembre ou début décembre arrêtaient cette fermentation et pour, disons, compléter cet arrêt, on filtrait ce jus de raisin, ce vin, sur des manches en toile. Et ça avait pour effet donc d'éliminer un maximum de levure. Et cette opération était répétée plusieurs fois. Chaque fois qu'on s'apercevait que le vin repartait en fermentation dans les bonbonnes, c'est-à-dire frémissait un peu, donc on refiltrait ce vin pour enlever des levures, et ce jusqu'au mois de mars. Et au mois de mars, donc au moment de la lune, je crois que c'était la 3e lune du mois de mars, enfin, il y a une histoire de lune, au moment de cette lune, on remettait ce vin en bouteille, et dans des bouteilles donc assez épaisses, de façon qu'elles puissent résister à la deuxième fermentation qui va créer une surpression à l'intérieur de la bouteille. Donc ce vin était remis en bouteille et donc avec la température qui s'élevait et le printemps qui provoque une activité de nouveau de départ de la nature, donc les levures se remettaient en activité et on avait donc une deuxième fermentation qui se produisait dans la bouteille. Et cette fermentation donc produisait du gaz carbonique et crée une surpression à l'intérieur de la bouteille. Donc nous allons recevoir les raisins des viticulteurs, donc ils nous les amènent en box, vendangés à la main. Et ensuite, donc, nous allons remplir les pressoirs.
Donc nous avons aujourd'hui un système de mécanisation, donc les box passent sur une chaîne, ils vont être vidés dans un conquet en bande et amenés au pressoir à l'aide d'un tapis. Donc ceci par cépage. Donc nous pressons ensuite, bien sûr, les raisins. Ces raisins ensuite vont tomber dans des petites cuves qui sont en dessous du pressoir, où nous scindons le jus. Et nous allons faire descendre ces jus dans la cuverie, où nous allons les mettre dans des cuves pour faire ce que l'on appelle le débourbage statique à froid. Donc on va sédimenter donc, cette pulpe et autres, et on va se retrouver avec le jus clair au-dessus. On va récupérer le jus clair toujours donc, par cépage et par qualité, et le mettre dans les cuves de fermentation. Donc, une fois que la cuve de fermentation est prête, on va rajouter donc, des levures et on va lancer la fermentation. Cette fermentation se fait à basse température, à moyenne basse température, c'est-à-dire que je vais maintenir la température à 17 degrés. Ensuite, donc, il faut compter à peu près entre 9 et 12 jours pour que la fermentation se fasse. Donc, une fois la fermentation terminée, au bout de 3 jours, on va ce qu'on appelle soutirer la cuve. Donc, les levures mortes tombent au fond, on soutire au clair, de manière à se retrouver avec le produit sans avoir les levures au fond. Une fois que toutes les cuves sont finies et prêtes, ça nous amène, nous sommes aux alentours de mi-octobre, début novembre. Donc je vais déguster toutes les cuves, les classer et ensuite lancer les assemblages en laboratoire. Donc une fois que les assemblages sont terminés, alors on va faire différentes choses. On va faire une stabilisation tartrique de manière à ce que ça devienne stable et derrière on va filtrer donc, cet assemblage et l'amener sur la partie tirage puisque la blanquette est faite donc, de 2 fermentations. Une première fermentation en cuve, ce dont je viens de parler, et on va faire une seconde fermentation en bouteille et c'est cette seconde fermentation qui va donner l'effervescence. On va rajouter du sucre, juste ce qu'il faut pour créer l'effervescence et monter en pression, des levures, on homogénéise l'ensemble de la cuve et on la tire en bouteille. Et une fois que cela est fait, on prend les bouteilles et on va, alors, chez nous, les amener donc, dans un sous-sol où on a 10 000 m² et on va faire ce qu'on appelle la prise de mousse. Donc les levures vont dégrader le sucre, créer du CO2 et donc créer l'effervescence et monter en pression dans la bouteille où on va se retrouver à peu près à 6 bars. Une fois que les levures ont dégradé tout le sucre, elles meurent, tombent au fond de la bouteille et commence l'élevage sur latte. Et donc cet élevage, il y a un temps minimum pour la blanquette qui est de 9 mois d'élevage. Et ensuite, au-delà de ces 9 mois, je récupère des bouteilles, je les goûte. Et quand j'estime que le produit est arrivé à son apogée, on va récupérer ces bouteilles. On va ensuite les mettre dans ce qu'on appelle des caisses gyropalettes afin de les remuer. Pour faire glisser en fait donc, ces levures dans le goulot. Et une fois donc, que toutes les bouteilles sont donc, sur pointe, on va faire ce qu'on appelle le dégorgement. Alors autrefois ça se faisait à la volée. Aujourd'hui, donc on utilise, alors nous concernant, on utilise donc ce sont des bains de glycol à moins 27 degrés où on va plonger le col des bouteilles à l'intérieur pendant 7-8 minutes. Il va se créer un glaçon qui va venir emprisonner donc, les levures et ensuite il n'y a plus qu'à les retourner. Ça va passer dans la dégorgeuse qui, elle, donc, on est en capsule, donc on va décapsuler. Comme vous avez 6 barres de pression, le glaçon s'en va et vous vous retrouvez avec le produit propre. Il n'y a plus ensuite qu'à rajouter la liqueur d'expédition. Donc c'est là où on va faire du brut, du demi-sec, de l'extra brut. Et ensuite on va boucher, on va museler la bouteille et ensuite elle va partir donc, pour l'habillage, pour tel ou tel client, les expéditions, et ensuite ça part chez le client.
Mon père, notre mois d'octobre est bien trop chaud. J'ai bien peur que notre vin tourne. Pourriez-vous faire une prière pour protéger notre saison? Allez. Terre nostra, Domine, et Jésus, Dominum, Jésus Christus, ainsi Domine, necessitio, requiescat in pace, requiescat in pace, Amen. Amen. Mon père, frère Jean est mourant. Moi? Enfin, il est très malade. Priez pour lui. Jean décline. Il va de plus en plus mal. Frère Joseph, allez quérir la boisson médicinale à la cave, afin de le soulager. Oui, avec l'aide de Dieu. Par Saint-Benoît, pardonne-nous Seigneur, car nous avons péché. Sanctificat et Sanctus Domine Deus. Malédiction, frère Jean-Baptiste. Les flascons explosent à la cave. Grâce à Dieu, la boisson médicinale est intacte. Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Prends pitié de nous. Frère Joseph, il est trop tard. Frère Jean nous a quittés. Paix à son âme.
Quelle coïncidence. Frère Jean nous quitte. Les flascons éclatent à la cave. Que Dieu ait pitié de lui et l'accueille dans son paradis. Père, pardonne nos péchés. Épargne-nous. Qui pique ce vin. Ce vin a tourné. Je dirais pas qu'il est piqué, moi. Il y a des bulles. Il est effervescent. Très sucré. C'est une explosion de sucre. C'est merveilleux. Un volcan de saveurs. C'est un nouveau vin. Délicieux. C'est nouveau. Il faut la faire goûter au père supérieur. Le père abbé va aimer. Ah oui. C'est nouveau. Magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a des bulles? Miracle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le vin a tourné. Frère Jean est mort. Mais je sens toujours sa présence. Oui, vous avez raison. Il est parmi nous. Merci. Une explosion dans la bouche. Ah. J'ai compris. Lorsque nous avons embouteillé au mois d'octobre, il faisait déjà très chaud. Et ce mois de mars est aussi très chaud. Voilà pourquoi le vin a tourné. Allons le faire goûter au père abbé. Oui. Allez.